Jean-Paul Demoule est professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Le samedi 20 septembre 2025, Jean-Paul Demoule était reçu à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de son dernier ouvrage, La France éternelle, une enquête archéologique, paru aux éditions La Fabrique. Bon, allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Jean-Paul Demoule. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois à Toulouse, cette fois-ci pour la parution de votre dernier livre qui est publié à La Fabrique, qui s'appelle La France éternelle, une enquête archéologique. Vous êtes archéologue, préhistorien. Plus précisément, on va dire que vous êtes proto-historien, on y reviendra par la suite pour peut-être préciser pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas spécifiquement ce terme. Professeur émérite à l'université de Paris 1 Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également un chercheur engagé puisqu'on peut vous lire régulièrement et depuis longtemps dans la presse spécialisée quotidienne, grand public, dans des tribunes notamment liées à l'archéologie. Surtout, alors j'utilise le terme de militer, mais vous avez milité pour la professionnalisation, la reconnaissance de l'archéologie française comme une discipline, disons, essentielle au développement des savoirs. Et vous prenez donc la parole dans le débat public aussi afin de mettre en valeur le rôle, disons, social de l'archéologie. Vous avez été aussi le premier président de l'Institut national d'archéologie préventive de 2001 à 2008, ce qu'on appelle l'INRAP, et que vous connaissez certainement, institut qui a d'ailleurs été créé en même temps que l'inscription donc de la loi sur l'archéologie préventive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'est l'archéologie préventive pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ? Donc l'archéologie préventive, c'est les fouilles archéologiques que l'on fait avant un projet d'aménagement qui va détruire un site archéologique. Pour mémoire, chaque année on bétonne, on artificialise 50 000 hectares, donc 500 km². Donc la surface d'un département tous les 8 ans, et il y a un site archéologique important sur un tracé d'autoroute, par exemple, en gros tous les kilomètres. Donc la France compte entre 5 et 10 millions de sites archéologiques de toute période. Et jusque dans les années 80, on a tout détruit très tranquillement. Donc si vous allez de Nice à Lille, 1200 km, dites-vous bien qu'il y a eu 1200 sites archéologiques importants qui ont été irrémédiablement détruits. Alors il y avait bien quelque chose qu'on appelait une archéologie de sauvetage, c'est-à-dire que des archéologues professionnels ou bénévoles couraient derrière les chenilles des bulldozers et ramassaient ce qui pouvait rester. Et donc, dans ma génération et la suivante, on était effarés quand on est arrivé sur le marché du travail dans les années 70. Donc, on a passé 30 ans à obtenir qu'il y ait une loi sur l'archéologie préventive. Elle existait dans la plupart des pays européens et il y a une loi qui concerne l'ensemble des pays, les 50 pays d'Europe, qui s'appelle la Convention de Malte, qui fait obligation à tous les États signataires, dont la France, a développé l'archéologie préventive. Donc l'archéologie préventive, ça veut dire que au lieu de courir derrière les bulldozers, c'est les bulldozers qui attendent qu'on ait fini les fouilles, mais en général, on les fait assez vite. Plus concrètement, les archéologues du ministère de la Culture dans chaque région, quand il y a un gros projet d'aménagement ou un petit dans une zone très sensible, prescrivent des sondages. Ces sondages sont faits par l'INRAP ou par des services de collectivité là où il y en a. Et s'il y a une fouille, si le site est important, à ce moment-là, il y aura une fouille qui est faite dans la moitié des cas. Donc en gros, il y a 2000 opérations de sondage chaque année. Il y a à peu près 500 fouilles archéologiques. Il y a... On a par exemple retrouvé un certain nombre de tombes de l'âge du bronze sur l'A69, par exemple. Oui, puisqu'on est à Toulouse, à la fin des années 80, on a découvert le palais des rois Visigoths,
qui était extrêmement bien conservée. C'était pas une hutte habitée par des barbares. C'était un très beau palais, et la municipalité de l'époque a tout fait détruire pour construire des logements de prestige. Donc, il n'y avait pas encore tout à fait d'archéologie préventive à cette époque-là. La loi dit que quand c'est un gros aménageur, il paye, et en moyenne, ça lui coûte 1 ou 2% du coût des travaux, du budget général des travaux, donc coût qui va répercuter. Donc sachez que quand vous payez 10 € sur un tracé d'autoroute, il y a 10 ou 20 centimes qui sont allés à l'archéologie, donc ça doit vous consoler. Merci pour cette précision. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je vais en citer juste quelques-uns parce qu'il y en a pléthore. Qui a peur de l'archéologie, récemment avec un autre éminent chercheur, Alain Schnapp, historien et archéologue. Homo migrant, qui est un livre sorti il y a quelques temps aussi, de la sortie d'Afrique au grand confinement, qui en fait fait écho énormément à cet ouvrage auquel on va parler. Mais où sont passés les Indo-Européens aussi en 2014. Et dernièrement, l'incroyable histoire de la préhistoire aussi aux éditions Les Arènes. Petite promotion en direct. Voilà. Et d'ailleurs, donc cet ouvrage en question, présenté aujourd'hui, c'est finalement une synthèse un petit peu de tout votre travail de recherche, un condensé, je dirais, assez puissant de vos travaux. Alors, je sais qu'il y a de nombreux archéologues toulousains qui auraient bien aimé être aux côtés de Jean-Paul Demoule aujourd'hui, mais j'ai décidé, moi, de prendre la place, parce que c'est pas seulement un livre d'archéologie, c'est un livre aussi éminemment politique, dans un sens où, en gros, c'est une réflexion sur les usages publics, les usages, disons, politiques de l'histoire. Vous vous aventurez en proto-historien sur des périodes beaucoup plus récentes, et donc qui parcourent l'Antiquité jusqu'à nos jours. On remonte même à la préhistoire. Donc un essai riche et fouillé qui traverse 1 million d'années du territoire, de ces populations qu'on appelle aujourd'hui la France. Les Français, les Françaises y habitent. Un livre accessible aussi qui change notre regard sur les grands mythes, on va dire, fondateurs du pays pour bousculer nos certitudes, nos perceptions contemporaines de l'histoire, nos identités, en déconstruisant, disons, des images d'Épinal. On va en voir plusieurs aujourd'hui au cours de cet entretien. Donc c'est un livre dans lequel vous démontrez, en démontant l'idée que d'une France sans âge, d'une France éternelle, que l'histoire de France est avant tout un brassage, un buissonnement continu des populations, des cultures, des langues, des idées, des pratiques, des techniques, une histoire aussi de frontières fluctuantes, que l'État-nation récent a figé dans nos mémoires collectives dans cette forme hexagonale, évidemment. Et c'est un livre donc avec au final une perspective politique qui nous permet de questionner aujourd'hui notre sentiment national, notre identité nationale, le regard qu'on peut porter sur les étrangers, et le retour sans cesse aussi de l'histoire nationale, du roman national porté par l'extrême droite, et mettre finalement un condensé qui met à distance, je dirais, ce retour, cette ritournelle un petit peu de l'identité nationale, la mettre un petit peu à l'écart pour envisager de parler des vrais enjeux qui nous concernent aujourd'hui, à savoir l'accueil des réfugiés, la crise d'accueil des réfugiés, l'augmentation des inégalités liées à l'économie libérale, le retour en force du nationalisme, le dérèglement climatique, et éventuellement, on en parlera certainement aussi, penser à un avenir où le nationalisme peut-être s'éclipserait au profit d'un fédéralisme ou de nouvelles formes, en tout cas, de communauté. Est-ce que cette présentation vous semble assez juste ? Tout à fait, je n'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer par la genèse du livre, donc en lisant un petit passage, et vous me direz par la suite ce que vous en pensez. Alors c'est vraiment dans l'introduction du livre. La France vient du fond des âges, elle vit, les siècles l'appellent, mais elle demeure elle-même au long du temps. Ses limites peuvent se modifier sans que change le relief, le climat, les fleuves, les mers, qui la marquent indéfiniment. Y habitent des peuples qu'étreignent, au cours de l'histoire, les épreuves les plus diverses, mais que la nature des choses, utilisée par la politique, pétrit sans cesse en une seule nation. Pourquoi avoir pris cette citation et de qui est-elle ? Donc cette citation, comme vous l'avez tous reconnue, est de Charles de Gaulle. C'est la première phrase de ses Mémoires d'espoir, qui sont
publiée en 67 et elle m'a toujours paru emblématique justement d'une certaine vision de la France, c'est-à-dire l'idée d'une France éternelle, justement, d'où le titre. Et donc, comme la première phrase dit que la France vient du fond des âges, ben, je me suis dit, c'est mon métier, le fond des âges, la préhistoire. Donc, je vais questionner ce fond des âges et je vais donc organiser le livre en 12 chapitres chronologiques à partir des premières présence humaine il y a à peu près 1 million d'années sur l'actuel territoire français jusqu'à nos jours. Donc 12 chapitres chronologiques et les premières présences humaines, c'est ce qu'on appelle des Homo erectus qui sont la première espèce humaine à être sortie d'Afrique, à se répandre dans l'ensemble de l'Asie et de l'Europe et à continuer à évoluer. Tout à fait, on va y revenir. Ça, effectivement, c'est un point assez intéressant. Vous revenez vraiment dans la nuit des temps, disons, que nous vend le Charles de Gaulle, évidemment. Mais avant de revenir sur cette construction de l'État-nation français, j'aimerais bien savoir exactement, l'archéologie détermine à quand remontent les premières traces de présence humaine sur notre territoire, le territoire français actuel. Oui, donc c'est 1 million, un peu plus d'un million, sachant que les traces les plus anciennes, c'est des outils qui sont clairement faits par l'homme. C'est comme ça que la préhistoire a commencé au milieu du 19e siècle, quand on a identifié ces plus anciens outils contemporains d'animaux disparus, puisque jusque-là on avait la Bible, le monde a été créé il y a 6000 ans, et toutes les espèces biologiques en même temps, donc tout était clair jusque-là. Donc petit à petit, la préhistoire va naître et être admise, sachant que jusqu'au début du XXe siècle, la lecture non littérale de la Bible était passible d'excommunication. Donc on a ces outils très anciens. Les premiers restes humains, c'est seulement il y a 500 000 ans, c'est des dents par-ci par-là. Et puis à partir de 400 000 ans, 300 000 ans, là on commence à avoir des vrais squelettes qui nous permettent de savoir à quoi ressemblaient nos ancêtres, si j'ose dire. Et justement, si on parle de l'homme de Néandertal, par exemple, les premières traces sont à peu près moins 175 000, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut remonter encore? On peut remonter jusqu'à 300 000, mais, 300 000. Mais les traces deviennent vraiment, comme vous le disiez, à partir de 175 000, 150 000, elles deviennent vraiment tangibles, parce que les erectus se sont répandus dans toute l'Europe et l'Asie, mais ils ont continué à évoluer. L'évolution, c'est que chaque enfant à naître avec la loterie génétique a certains gènes qui peuvent être nuisibles, comme les maladies génétiques, d'autres qui au contraire sont positifs, et notamment le fait pour un primate d'avoir un cerveau plus complexe qui va lui permettre de mieux s'adapter à l'environnement donné où il se trouve et donc de vivre plus longtemps et donc de faire plus d'enfants. Et c'est comme ça que petit à petit on s'est mis à avoir un cerveau de plus en plus gros, ce qui n'a pas que des avantages parce que du coup les bébés sont obligés de n'être pas finis, sinon ils ne passeraient pas. Et donc, contrairement à des tas d'autres primates, et un cerveau très complexe, c'est aussi notre part obscure de névrose, de psychose, etc. Mais en tout cas, ça nous a permis de prendre le contrôle de la Terre et de déclencher la 6e extinction des espèces. Donc, c'est pas rien, un gros cerveau. Bon, très bien. Et on peut estimer que Homo sapiens, lui, arrive plutôt aux alentours de 40 000 ans sur le territoire français, c'est cela? Oui, c'est-à-dire que les erectus en Europe évoluent lentement, donc deviennent des hommes de Néandertal. Il y a 300 000 ans, l'homme de Néandertal, c'est l'homme préhistorique typique avec sa massue traînant sa femme par les cheveux, mais en fait, en réalité, ils étaient très semblables à nous. En Asie, il y avait d'autres espèces, dont les Denisoviens, et ceux qui sont restés en Afrique, qui se trouvaient bien en Afrique, deviennent à partir de 300 000 ans à peu près les actuels Homo
Homo sapiens. Et là, de nouveau, certains de ces sapiens, comme avant eux, certains des Erectus, vont sortir d'Afrique et ils vont se répandre cette fois non seulement en Europe et en Asie, mais atteindre aussi les Amériques par le détroit de Bering, sachant qu'on est depuis 115 000 ans dans une période glaciaire, puisque l'histoire de la Terre, c'est des alternances de périodes glaciaires et d'interglaciaires, à cause d'oscillation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. On est actuellement dans un interglaciaire. Et donc, ceci se fait pendant une période de cette sortie d'Afrique et l'arrivée en France, l'actuel territoire français, vers 40 000 ans, comme vous le disiez, se fait pendant une période glaciaire où tout le nord de l'Europe jusqu'à la Belgique est couvert de glace et la moitié sud de l'Europe, c'est des zones de steppe avec des mammouths, des rennes, etc. Et c'est les gens c'est aussi la période qu'on appelle le Paléolithique supérieur et c'est les gens qui nous ont laissé la grotte de Nio, Cosquer, Lascaux, etc. Et donc ça montre bien d'une part que la géographie française n'est pas éternelle, qu'on a eu des paysages extrêmement variés, différents dans l'histoire. À 40 000 ans, par exemple, la zone ici ressemblait plus à des steppes, disons... Oui, c'était une zone de steppe. Il y avait plusieurs kilomètres de glace au-dessus de Grenoble et jusqu'à Lyon. Comme dans les périodes glaciaires, les eaux du globe sont stockées dans les glaces, donc le niveau de la mer est 130 mètres, 150 mètres plus bas, donc on peut aller en Angleterre, sinon à pied sec, parce qu'il y a la suite du Rhin qui coule, mais en tout cas c'est tout à fait différent. Donc ce que dit le général de Gaulle, c'est en fait l'inverse, c'est-à-dire que ça a été sans arrêt, au contraire, des mouvements très différents. Et l'État-nation, sans vouloir spoiler, c'est pas avant la Révolution française. Et en revanche, la géographie n'a pas arrêté de changer. J'ajoute que j'ai le plus grand respect pour le général de Gaulle, qui effectivement a sauvé l'honneur de notre pays en 1940 et a réussi plus ou moins bien la colonisation et même persuadé les forces alliées que la France devait faire partie des forces victorieuses, ce qui était quand même un tour de force. Mais il avait une vision assez réductrice quand même de l'histoire. Oui, par ailleurs, il était maurassien à l'origine, donc c'était effectivement la France éternelle, mais il faisait partie de son époque, c'était la culture de son époque. Mais comme c'est quelqu'un de très connu, ça m'a paru intéressant de partir de cette phrase qu'on peut retrouver chez beaucoup d'autres auteurs ou politiciens. Alors, de fait, Homo sapiens arrive d'Afrique, en tout cas après de nombreux déplacements sur plusieurs millénaires, arrive sur le territoire français et semble grand remplacer finalement l'homme de Néandertal. Oui, c'est le premier grand remplacement et il y en aura d'autres. Ils arrivent, les sapiens se répandent dans le monde entier. Dans les Amériques, il n'y avait personne, mais en Asie, ils se mélangent, notamment aux Denisoviens, qui fait que les Asiatiques actuels ont entre 6 et 8% de gènes de ces Denisoviens qui ont disparu. Et en Europe, ils se mélangent aux Néandertaliens, si bien que tous ici, dans cette salle, on a 3-4% de gènes néandertaliens. Donc il va y avoir des unions, des histoires d'amour, etc. Mais les Néandertaliens disparaissent peu à peu. Les derniers sont signalés entre 30 et 25 000 ans. Donc il y a eu au moins 10 000 ans de coexistence entre les deux espèces. Et il faut se rappeler que globalement, à cette époque, vers moins 100 000 ans, il y a, enfin un peu avant, donc vers moins 100 000 ans, il y a au moins une dizaine d'espèces humaines de par le monde, et que l'évolution, c'est pas du tout la file indienne avec le singe qui se redresse jusqu'à l'homme blanc et barbu. C'est au contraire, il faut imaginer un buissonnement permanent et de métissage continuel qui ont mené jusqu'aux sapiens actuels. Donc dès cet instant-là, on comprend qu'en fait nos ancêtres sont des sangs mêlés. Oui, bien sûr. Et donc il y a
une autre étape aussi, un grand mélange qui va s'opérer, c'est à partir du moment où néolithique, donc néolithique c'est moins 8000 à peu près le début, moins 6000. Oui, ça apparaît au Proche-Orient vers moins 8000, moins 9000. Pourquoi donc l'invention de l'agriculture sédentaire qui va tout changer? Parce qu'à l'époque, il y a 10 000 ans, il y a à peu près 2 à 3 millions d'humains sur toute la planète. Et en 10 000 ans, c'est-à-dire 5% de la durée d'Homo sapiens, on va passer de 3 millions à 8 milliards, de petits groupes nomades de quelques dizaines de personnes au mégalopole actuel, et d'humains à peu près de différences sociales très peu visibles à la situation actuelle, où, comme vous le savez, les 20 personnes les plus riches du monde ont autant que les 50% d'humains les moins riches. Donc ça va être une rupture radicale. On appelle ça souvent dans notre jargon la révolution néolithique, l'âge de la pierre récente. Mais ça c'est pas une révolution au sens que ça serait fait en quelques années. Ça prend plusieurs générations, des siècles, peut-être un millénaire, avec sûrement des retours en arrière, des échecs. Et c'est simplement, pourquoi à ce moment-là? Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on entre dans la période dite interglaciaire. Le principe de la domestication est connu parce que certains groupes de chasseurs-cueilleurs avaient déjà, pendant la glaciation, transformé des loups en chiens, mais là, avec un climat cette fois propice, ils vont généraliser la domestication des animaux et des plantes, ce qui va créer un boom démographique, les chasseuses-cueilleuses n'ayant un enfant que tous les nomades n'ayant un enfant que tous les 3-4 ans, alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles avaient un enfant pratiquement tous les ans. Donc boom démographique à partir des endroits où certains chasseurs-cueilleurs inventent l'agriculture et l'élevage. Il fallait un certain nombre de conditions, et même là où elles étaient toutes réunies, on observe que tous n'ont pas fait le pas. Toutes n'ont pas fait le pas de passer d'un rapport d'immersion dans la nature qui fait que on représente par exemple surtout des animaux sur les grottes, parce qu'on se vit comme une espèce animale comme une autre, à ce rapport de domination de la nature qui est le propre de l'espèce humaine. Et si on fait on parle souvent d'Homo sapiens comme l'aboutissement finalement d'une espèce réfléchissante, de savoir. Mais est-ce que finalement Homo sapiens, c'est pas surtout une espèce migrante de déplacement? Est-ce que ce serait pas inscrit finalement un petit peu dans son ADN? Les premières migrations remontent, comme on le disait tout à l'heure, à 2 millions d'années. C'est les premiers Erectus qui sortent d'Afrique. On ne sait pas exactement pourquoi. On essaie de trouver des causes climatiques. De toute façon, c'est pas des migrations en rang serré. C'est à chaque génération, certains individus un peu plus curieux vont aller quelques kilomètres plus loin. Poussé, faute de mieux, par la curiosité, mais la curiosité, c'est pas un concept bien défini, mais en même temps, c'est caractéristique de l'espèce humaine. La curiosité, ça explique l'invention, l'exploration, les arts, l'amour, l'adultère, etc. Aller voir ailleurs si c'est plus intéressant. Donc ça, c'est faute de mieux. Mais après, quand on arrive au néolithique, là, effectivement, c'est la démographie qui va expliquer les migrations. Et dans nos régions, en Europe, les sapiens étaient très contents de leur sort. Ils vivaient, la steppe est remplacée par une forêt, et ils sont contents dans leur forêt. Mais c'est au Proche-Orient qu'on invente, dans nos régions, qu'est inventé l'agriculture et l'élevage, d'où une explosion démographique. Le trop-plein part dans les différentes directions, et notamment en Europe, en passant par les Balkans, et vont petit à petit coloniser l'ensemble de l'Europe jusqu'à l'Atlantique.
Et il faudra attendre Christophe Colomb, mais on peut considérer que la colonisation des Amériques n'est jamais que la continuation de ce grand mouvement de colonisation de la Terre pour des populations qui sont trop nombreuses. Donc effectivement, ça va être là ce grand emplacement, ce nouveau grand emplacement, puisque ces populations d'agriculteurs sont rapidement beaucoup plus nombreuses que les chasseurs-cueilleurs nomades descendants de Niaux et de Lascaux, et vont les assimiler, ce que montre la génétique. La génétique montre que petit à petit, la culture des chasseurs-cueilleurs disparaît, mais les gènes des chasseurs-cueilleurs se trouvent présents chez les agriculteurs, et dans cette salle, là encore, on a en moyenne un tiers de gènes qui viennent des indigènes du Paléolithique supérieur descendants de Niaux et de Lascaux, et une bonne moitié de ces agriculteurs venus du Proche-Orient. Si on avance un petit peu dans le temps, on va parler de la proto-histoire. Donc la proto-histoire, est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit mot pour essayer de délimiter, essayer de nous expliquer ce que ça recoupe, quelle chronologie on peut lui attribuer? C'est un terme qui n'est pas complètement défini, parce qu'en général, on considère que des sociétés sont préhistoriques quand elles n'ont pas l'écriture, et qu'elles sont historiques quand il y a l'écriture, puisque on a des témoignages écrits. Mais on passe pas rapidement de l'un à l'autre, donc on parle de proto-histoire pour ces périodes intermédiaires, ces périodes de transition, et notamment pour des sociétés sans écriture qui sont contemporaines de sociétés à écriture, comme par exemple les Gaulois, qui nous sont décrits par les écrits des auteurs grecs ou romains. Et donc moi, quand j'enseignais à Paris, j'avais une chaire de proto-histoire européenne, justement, qui allait du néolithique jusqu'à l'arrivée des Romains. Donc c'est voilà ce terme, et donc effectivement, on va arriver aux Gaulois. Tout à fait, on arrive aux Gaulois dans cet ouvrage, puisqu'en fait on va parler du premier mythe fondateur, finalement, l'un des premiers, c'est l'un des plus réputés mythe fondateur en France. Alors moi, il y a une chose qui m'a interpellé en lisant votre livre, c'est sa forme aussi également. Quand je l'ai lu, j'ai décidé de penser en fait à ce petit bouquin qui est celui d'Ernest Lavis, qui était le manuel enseigné par l'instruction nationale sous la Troisième République, et qui était voilà, distribué dans toutes les écoles. Tous les enfants depuis 1884 jusqu'aux années 50 avaient ce livre. Et donc la construction de votre livre est un peu équivalente, c'est-à-dire qu'il y a au début un petit résumé qui nous amène à dire de quoi va parler un petit peu le chapitre, et puis à la fin un résumé qui reprend et la France dans ce cadre-là. Et donc j'aimerais bien vous lire un petit passage sur les Gaulois, et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Alors, nos pères, les Gaulois, vivaient à peu près comme les peuplades sauvages d'aujourd'hui. La Gaule fut attaquée par les Romains commandés par Jules César. Vercingétorix, le chef des Gaulois, défendit son pays avec courage, mais il fut vaincu à Alésia. Les Romains devinrent les maîtres de la Gaule, ils apprirent beaucoup de choses aux Gaulois. De belles villes furent bâties en Gaule. En ce temps, la Gaule devint chrétienne. Donc, excusez-moi. Donc c'est un peu perturbant. Non, mais je comprends que vous soyez impressionné par... Tout à fait, c'est limpide en fait. Mais effectivement, pendant longtemps, nos ancêtres n'étaient pas du tout les Gaulois. Pourquoi ? Parce que les Gaulois, on n'a que la vision des vainqueurs, c'est-à-dire que c'est des sauvages qui vivent au fond des forêts, qui se battent tout nus, qui se rasent pas, donc qui mangent salement, etc. Donc c'était pas des ancêtres très acceptables. Donc les rois de France, ils descendait d'un inventé Francion, chef, un des fils de Priam pendant la guerre de Troie, parce que l'Iliade c'est le plus ancien texte européen, et les nobles disaient que les aristocrates qui descendaient des Francs, des guerriers francs dont on va reparler juste après. Donc les Gaulois ne sont devenus des ancêtres qu'avec la Troisième République, justement quand se construit
le récit national, et qui fait que la défaite d'Alésia devient acceptable puisque la Troisième République se construit sur une défaite. C'est parce que Napoléon III est battu à Sedan que la République a pu être proclamée. Et en même temps, la Troisième République part à la constitution de son nouvel empire colonial en Afrique, en Asie du Sud-Est, et donc, comme il est expliqué dans un certain nombre de manuels, eh bien, on est en train de civiliser les sauvages. Et donc, comme les Romains nous ont civilisés, donc c'est en miroir et ça devient complètement acceptable. Donc, ça rend acceptable de commencer une histoire par une défaite, puisqu'on va quand même être civilisé. Et c'est pas un hasard si, en général, les Gaulois, on prend pas trop au sérieux quand on dit nos ancêtres les Gaulois, c'est les gauloiseries, c'est Astérix, etc. Mais ils vont être repris sous le régime de Vichy. Pétain va faire des cérémonies à Gergovie et on va faire le parallèle. Eh bien, les Gaulois ont été vaincus, mais grâce aux Romains, ils ont été civilisés. Les Français ont été vaincus et ils l'ont bien mérité, mais grâce à une collaboration efficace avec le vainqueur, un nouvel ordre nouveau va naître. Donc c'est à ce moment-là que les Gaulois commencent à vraiment, enfin reviennent pour quelques années au premier plan, et souvent les mouvements d'extrême droite actuels, si vous promenez sur les réseaux sociaux, continuent à se revendiquer des Gaulois. Mais effectivement, le récit de la vie, c'est complètement mythologique. Bien sûr, et également dans ce récit de la Gaule, le personnage central est Vercingétorix. Il y a un petit passage dans la Vis qui dit aussi « Retenez bien le nom de Vercingétorix, qui a combattu pour défendre sa patrie et qui a souffert et qui est mort dans une affreuse prison. » Le terme de patrie ici est complètement inapproprié, anachronique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un territoire gaulois ? Oui, parce que dans chacun des 12 chapitres, je me pose la question, quel est le territoire qu'on pourrait appeler France, quelle langue, quelle culture, quel système politique, etc. Et là, à l'époque des Gaulois, en fait, il s'agit de la civilisation celtique qui s'étend des îles britanniques jusqu'à la République tchèque et qui comprend tout le sud de l'Allemagne, d'une part, donc c'est évidemment beaucoup plus large, et dans le territoire conquis par les Romains, donc qui est un bout de cet ensemble celtique, eh bien d'une part César dit il y a 3 grandes régions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres du point de vue de la langue et des institutions, et deuxièmement l'archéologie montre qu'il y a à peu près une 60aine de petits États, l'archéologie et les témoignages antiques, il y a une 60aine de petits États émergents qui ont chacune leur système monétaire, etc. Donc il y a pas de patrie. Et en plus, pourquoi les Romains, la Gaule conquise par les Romains s'arrête au Rhin? Parce que César n'a pas envie d'aller plus loin, il préfère aller faire un putsch à Rome, mais et comme il veut pas aller plus loin, il dit j'ai conquis les Gaulois, après c'est les Germains, donc c'est autre chose. Et l'archéologie montre clairement que de l'autre côté, c'est toujours la civilisation celtique, les Germains ne sont qu'au nord de l'Allemagne. Et donc il y avait également pléthore de langues parlées par les Celtiques, par les Gaulois. C'était à l'intérieur de l'ensemble des langues celtiques, il y avait certainement divers langues et dialectes, sauf qu'on n'en connaît pas grand-chose, on a quelques rares textes, mais on sait que ça appartient à l'ensemble celtique, d'où viennent le breton, l'irlandais, le gallois, etc. Tout à fait. Là, on va faire un autre saut dans le temps et on va parler de ce mythe aussi français des racines judéo-chrétiennes de la France, qui prennent place en particulier dans le légendaire national avec une autre date qui apparaît comme définissant donc ses origines culturelles, religieuses de la France, c'est le baptême de Clovis, dont on ne connaît d'ailleurs ni véritablement le lieu, ni la date, ni les circonstances précises, ni la portée en fait de cet événement qui est selon vous un non-événement. Quand et pourquoi apparaît ce mythe du baptême de Clovis et du fondateur d'identité religieuse française?
En fait, il revient au XIXe siècle quand il y a la contre-offensive catholique face à la déchristianisation progressive de la France. Et c'est là qu'on va fêter l'anniversaire du baptême de Clovis en 1896, si bien que on va refêter, comme vous vous en souvenez peut-être, le nouvel anniversaire en 1996. En fait, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le plus grand historien français actuel sur cette période, c'est Bruno Dumézil. Il a écrit justement Le baptême de Clovis chez Gallimard, et il montre qu'en fait, on n'a aucun texte contemporain. Le récit, c'est Grégoire de Tours, plus d'un siècle après, où visiblement Grégoire de Tours brode et s'inspire du baptême de Constantin plus d'un siècle après, et de la Gaule romaine, puisqu'on est toujours dans la Gaule romaine où on parle différentes formes de latin. La Gaule romaine, elle est chrétienne depuis plus d'un siècle. Il y a l'édit de Théodose qui l'impose. Les temples païens sont progressivement démolis, servent de carrière ou reconvertis en église. Donc, Clovis arrive dans un pays parfaitement chrétien. Lui et ses soldats, à peu près 100 000 hommes, sont encore païens, mais donc vont être christianisés, vont être absorbés dans la Gaule romaine, et ils vont disparaître culturellement. Donc, si vous voulez, le roman national, il commence par la défaite des Gaulois face aux Romains, par la défaite des Romains face aux Francs qui prennent le contrôle de la Gaule, et par la défaite culturelle, cette fois, des Francs, qui vont disparaître en quelques générations, puisqu'ils sont 100 000 dans une population de 10 millions. Donc c'est un peu compliqué de commencer l'histoire nationale par trois défaites successives, et c'est pour ça qu'on y reviendra sans doute. L'archéologie justement du territoire métropolitain a été délaissée ou laissée aux notables, médecins, prêtres, etc., qui s'intéressaient à leurs petits instituteurs, qui s'intéressaient à leurs petits terroirs. Dans chaque grande capitale du monde, vous avez un grand musée national qui retrace toute l'histoire et l'archéologie nationale. En France, vous avez un grand musée national au centre de la capitale, ça s'appelle le Louvre, et il n'y a pas un objet qui vient du sol métropolitain, c'est l'Orient, la Grèce et Rome, parce que ça, c'est les vraies racines culturelles que se donnent les élites françaises qui sont formées à la culture gréco-romaine, etc. C'est ça que Alain Schnapp appelle le complexe de Pausanias. De Pausanias, oui, c'est ça. Hein. Parce que Pausanias, qui était un historien grec du IIe siècle après, dit les Grecs, ils admirent les pyramides et tout ce qui est plus loin, mais pas ce qu'il y a chez eux. Donc, ce mépris de l'archéologie par les élites françaises et jusqu'à nos jours, il est très significatif. Il faut attendre le Second Empire pour qu'on fonde le musée, ce qui est actuellement le musée d'archéologie nationale, qui est à Saint-Germain-en-Laye, donc très excentré, avec très peu de public et très peu de moyens, alors qu'on a fondé en 1846 l'école française d'Athènes, qui est le plus vieil institut archéologique du monde et qui va bénéficier de beaucoup de moyens, et que le Louvre, effectivement, va être refait encore sous la présidence Mitterrand, et qu'il y a quelques semaines, la directrice du Louvre s'est plaint qu'il lui manquait 600 millions, et le président de la République lui a fait tout de suite un chèque, et personne n'a pensé au musée de Saint-Germain-en-Laye qui se contenterait de 2 ou 3 millions, et où vous avez une très grande richesse archéologique de la plus lointaine préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Donc c'est un syndrome français tout à fait caractéristique, et régulièrement les mêmes personnes qui disent notre glorieux passé, il n'est pas enseigné, on n'en parle pas assez, on méprise, c'est le mémoricide, comme le dit le vicomte de Villiers, et ça va être les mêmes qui effectivement vont sans arrêt mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'on raconte justement dans ce livre avec Alain Schnapp, qui a peur de l'archéologie, la France face à son passé. C'est tout à fait très caractéristique de la France et complètement différent de ce qui se passe dans tous les autres pays.
Et est-ce qu'il y a une peur de l'archéologie? Est-ce qu'il y a aussi une forme un peu d'ignorance culturelle de la part des élites politiques? C'est un mépris parce que c'est ce roman national fondé sur des faits. C'est effectivement le fait qu'à partir de la Renaissance, ce qui est noble, c'est toute la culture gréco-romaine, et puis c'est aussi des impératifs économiques, puisque l'archéologie, ça coûte cher, ça va retarder l'avancement des autoroutes ou des aménagements. C'était il y a un peu plus d'un an, on a fait une tribune collective dans le journal Le Monde, parce que la ministre de la Culture s'était indignée qu'on ait obligé un riche châtelain de faire des fouilles archéologiques puisqu'il réaménageait complètement le parc et le château. Et donc elle a dit il ne faut pas faire des trous pour le plaisir de faire des trous. Et donc on a été obligé de lui répondre poliment, mais c'est où le député Éric Ciotti, dans les Alpes-Maritimes, qui a fait annuler un arrêté de prescription archéologique dans la vallée de la Vésubie qui avait été dévastée, où il fallait faire des tas de terrassements. Terrassement veut dire découverte de sites, donc fouilles archéologiques, et il a obtenu que le préfet, puisque c'est le préfet qui décide en dernière instance, annule cet arrêté de fouilles archéologiques. Je voudrais venir un petit peu à l'actualité, notre histoire contemporaine. Je vais une citation aussi. Être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance. Être français, c'est une volonté. Ça, c'est une phrase de Gérald Darmanin, qui l'a dit alors que le droit du sol était remis en cause à Mayotte entre décembre et avril dernier. Donc ça rappelle aussi la France, tu l'aimes ou tu la quittes, ce genre de phrase. Sarkozy, ça, je crois, hein. Je sais plus qui avait sorti ça. Non, le Front National. C'est le Front National. Oh, bah, kiff. Est-ce qu'on retrouve dans l'histoire cette nécessité de prouver son identité, sa volonté d'appartenir à une nation? Le droit du sol en France, il existe depuis le XVe siècle, hein, avec des hauts et des bas, mais en gros depuis le XVe siècle. Alors ça pose aussi le problème de c'est quoi le sentiment national. Pendant tout l'Ancien Régime, vous n'avez pas de sentiment national. Vous aviez au sens une communauté de citoyens. Il n'y avait pas de citoyens, il y avait les sujets de rois, et ces rois étaient de droit divin. C'est Dieu qui les avait mis en place, et ils étaient sacrés dans tous les sens du terme. Et le territoire des rois s'agrandissait, rapetissait au gré des guerres, des mariages, etc. C'est à la Révolution française et avec le romantisme que cette idée de nation et d'État-nation existe. Ça n'existait pas avant comme vision de la collectivité. Donc cette communauté de citoyens. C'est de là que ça date. Les paysans au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime, ils parlaient des langues différentes, puisque, on en reparlera peut-être, mais sous la Révolution encore, il n'y a que 10% de la population française qui parle le français standard. Il y a des tas de dialectes, de langues, etc., comme ici par exemple. Et donc, chacun est dans sa communauté, ses habitudes, ses coutumes, sa culture. Il n'y a pas de sentiment national. Donc c'est seulement avec le 19e siècle où il y a une phrase célèbre de Ernest Renan, l'historien, qui dit être français, c'est un plébiscite de chaque jour. C'est-à-dire qu'on décide de l'être. Et c'est pas forcément de descendre de Vercingétorix et de Charlemagne. Donc c'est petit à petit que naît effectivement ce sentiment national. Alors ça pose aussi la question effectivement de la langue, le français. Alors qu'est-ce qu'être français? C'est pour parler le français. Mais alors là dernièrement, Emmanuel Macron a créé la Cité internationale, a fondé la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. En référence à une ordonnance de 1739. 1530.
1539, je crois, oui, c'est ça oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette ordonnance de 1539 ? Il y a toute une série d'articles, notamment celle qui a établi le fait de faire des actes d'état civil par les curés dans tous les villages. C'est là que ça commence, même si les registres d'état civil conservés commencent guère avant la fin du XVIIe siècle. Et elle dit en particulier un article qui dit qu'on ne va plus faire les actes juridiques en latin, puisque plus personne le comprend, mais jusque-là, c'était effectivement la langue des juristes, c'est resté la langue de l'Église et même la langue de l'université jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc on ne comprend plus le latin, donc il faut le faire en langage maternel français. Ce que certains ont dit, ça veut dire le français, langue administrative, partout. Mais en fait, c'est seulement en 1793, sous l'an 2 de la République, que ça devient obligatoire. Mais là, c'est simplement dans une langue maternelle de France. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est reprise sous Charles IX et il est dit en français ou maternel. C'est-à-dire que si vous êtes à Toulouse, vous le faites en l'occitan local. Si vous êtes en Bretagne, vous le faites en breton, que les gens sachent pourquoi, effectivement, ils sont jugés. C'est ce qu'on appelle les langues vernaculaires. Oui, c'est ça l'ensemble. Il y a des tas de langues et de dialectes fort différents dans l'ensemble de la France. Donc, c'était sympathique de créer cette cité de la langue française, mais l'appuyer sur l'édit de Villers-Cotterêts, ça repose sur un contresens historique et tous les historiens sont d'accord sur cette interprétation. Et vous citez également un chiffre dans le livre qui dit qu'en 1999, il y avait 75 langues et dialectes parlés sur le territoire français. Donc, qui montre quand même qu'on a le français n'est pas la langue uniquement parlée sur le territoire français. Il y a un pluralisme aussi ici évident, et que la langue française est nourrie de marqueurs de tous les brassages culturels qui ont pu être opérés sur le territoire, qu'elle est marquée par les Grecs, par les Étrusques, par les Celtes, par les Romains, par les langues germaniques, par l'arabe, par les langues anglo-saxonnes aussi. Oui, il y a un très, très sympathique petit livre de l'écrivain Éric Orsena et du linguiste Cerculini, qui est le principal actuellement sur ce champ, qui s'appelle les mots immigrés, et qui suppose que la chef de la principale formation d'extrême droite veut prendre la parole, mais en fait, tous les mots qui sont immigrés, qui viennent d'ailleurs, s'en vont. Donc, en gros, elle peut à peu près rien dire. Et effectivement, le livre retrace, période par période, tous les apports de vocabulaire qui viennent de l'hébreu, de l'arabe, de l'espagnol, de l'italien, sans parler de l'envahissement complet par les langues, par l'anglo-saxon dans la Startup Nation et toute la langue des affaires, etc., ou un mot sur deux. Donc, si vous voulez, le français, c'est pas quelque chose d'immobile, c'est quelque chose qui a été sans arrêt refait, reproduire, remélanger. Si vous avez écouté Nakamura pendant Aya Nakamura. Pendant les Jeux Olympiques, elle chante une chanson très célèbre au Jaja. Si vous connaissez que le français classique, vous comprenez pas tout, et pourtant c'est la chanteuse française la plus diffusée dans le monde. Et le dictionnaire de l'Académie, justement, représente, il n'y a eu que 9 éditions depuis sa création, et représente quelque chose de complètement figé. Donc ils ont essayé de résister, par exemple, contre la féminisation des noms de métiers. Il a fallu attendre 2021 pour qu'ils finissent par l'admettre, qu'on puisse parler d'une doctoresse, etc. Et comme l'ont remarqué des groupes de linguistes dans le dictionnaire, il y a par exemple le mot fellation, mais pas le mot cunilingus, entre autres. Donc, cette idée d'une langue figée est une négation de ce que peut être, une langue qui, comme une nation, comme tout, est en évolution et en métissage permanent. Alors, je tiens à préciser aussi que le livre, donc c'est
ne fait que 230 pages, il est assez court, mais en fait il est extrêmement dense, tout condensé. Et en annexe, on a également quelque chose qui peut nous aider à comprendre la géographie du territoire. C'est un ensemble de cartes qui sont bien pratiques à la lecture. Et notamment, il y a une frise aussi chronologique qui revient sur l'ensemble un peu des déplacements humains sur le territoire actuel français. Et donc, entre autres, là, je vous fais une liste, comme ça, vous allez voir, Romains, Francs, Vikings, Gitans, Juifs, Protestants, Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, Antillais, Portugais, Espagnols, Italiens, Polonais, Russes, Syriens, Américains, Ukrainiens, Palestiniens. Où sont les Français ? Oui, il y a à peu près un tiers des Français qui ont au moins un grand-père ou une grand-mère nés à l'étranger. En plus, la France, c'est la dernière presqu'île de l'Europe, voire de l'Eurasie. Donc c'est là où on peut pas vraiment aller plus loin, même si certains essayent. Donc effectivement, ça a été un brassage permanent, ce qui posait des problèmes quand la raciologie née d'abord scientifique et après seulement idéologique, née au XIXe siècle. C'est quoi la race française ? Donc on avait beaucoup de mal. Donc on avait décidé qu'il y en avait deux, les grands blonds au nord et les petits bruns au sud, mais que c'était le seul cas où on pouvait mélanger des races de façon harmonieuse. Parce que si vous pouvez mélanger les races, il n'y a plus de race à la fin. Tout le monde se mélange comme chacun peut le constater chaque jour. Donc ça a été effectivement très, très compliqué. Et je cite aussi une phrase du général de Gaulle qui dit « Nous sommes quand même un peuple de race blanche, de culture gréco-romaine et de tradition catholique, chrétienne et de racines chrétiennes. L'histoire de la race blanche, effectivement, là encore, il parlait, même si il a confié ça à Alain Perfit dans les années 60, il y a plus aucun biologiste ne peut défendre le terme de race. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, les Maghrébins mal vus, ils sont quand même de race blanche entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'on va effectivement et qu'on est en droit de mettre en cause, tout comme les racines chrétiennes. Il y a toujours aussi des communautés juives en France, et actuellement, quand on fait des sondages d'opinion, il y a à peu près un tiers des Français qui se disent chrétiens, catholiques ou protestants, et il n'y a que 10% de mariages à l'église, et il n'y a que 7% de pratiquants, et il n'y a que 1% de pratiquants qui vont à la messe chaque semaine. Donc ces racines chrétiennes, sachant que si on part du fond des âges, eh bien, on avait toute la Gaule païenne, que le christianisme est longtemps assez païen, puisque on va inventer tout le culte des saints et tout le culte des reliques, contre lequel la réforme protestante s'indignera vigoureusement, et puis qu'après, vous voyez apparaître d'autres formes, la franc-maçonnerie, et puis actuellement, il y a à peu près un demi-million ou un million de gens qui sont des sectes diverses et variées, sans compter les bouddhistes, les musulmans, les juifs, etc. Donc les racines chrétiennes, c'est quelque chose de très, très partiel, et en tout cas, on n'a pas forcément besoin de racines, on a besoin surtout de repères, comme disait mon collègue Dominique Garcia, dont j'en profite pour faire de la pub. On a fait Alain Schnapp, Dominique Garcia et moi, on a fait 3 interviews d'une heure sur le site d'Edoui Plénaire sur Mediapart à propos de l'archéologie, du rapport entre France et archéologie, donc c'est en libre service. Et Dominique Garcia, c'est le président actuel de l'INRAP, c'est ça ? Actuel de l'INRAP, oui, c'est mon successeur. Donc, au bout du compte, alors évidemment, on n'a pas parlé de toutes les périodes, parce que là, dans le livre de Jean-Paul Demoule, toutes les périodes sont racontées du point de vue des migrations, des changements de frontières. Comment on fait, au final, pour raconter l'histoire de France avec une diversité aussi forte en termes de culture, en termes de pratiques, de rites ? Il y avait une idée quand même, je reviens sur Nicolas Sarkozy, lors de son premier mandat, de créer une maison de l'histoire de France. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous avez parlé d'un musée d'archéologie nationale digne de ce nom.
comment on pourrait mettre en récit une histoire aussi complexe? Est-ce qu'on en a la nécessité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que moi je suis enseignant, donc je pense d'un point de vue pédagogique, un musée bien fait, ça permet justement de dégonfler les mythes. Le musée d'histoire allemande qui se trouve en Allemagne, à Berlin, et il est très bien fait. Il fait pas il n'y a pas que les Germains au début, il y a aussi les Celtes, justement. Il fait pas l'impasse sur les communautés juives, évidemment sur le Troisième Reich. Donc on peut faire un musée bien fait. Et là encore, avec plusieurs collègues, on avait fait il y a 3-4 ans une tribune dans le journal Le Monde pour demander que dans l'île de la Cité, qui est en train de se vider, eh bien, face au Louvre, il y ait un grand musée d'histoire de France, à défaut de déménager celui de Saint-Germain-en-Laye, quelque chose qui parcourt l'ensemble. Mais on s'est heurté à un silence poli de la part des autorités politiques, et pourtant on était allé très haut dans les contacts politiques. Donc on retombe aussi et toujours sur ce problème. Donc je pense qu'un musée peut être, disons plutôt un centre d'interprétation, qui sera aussi un lieu de débat, de colloque, de rencontre, aurait tout à fait sa place et dégonflerait les mythes et présenterait justement une vraie référence faite par des vrais historiens face à des romans comme on peut citer au Puy du Fou, récemment à Moulins dans l'Allier, où il y a eu plusieurs représentations dites Murmures dans la Cité, financées par le milliardaire Sterrin. On pourrait faire non pas un contre-récit, mais une vraie histoire professionnelle pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Tout à fait. Une dernière question avant de passer la parole au public, c'est peut-être sur la portée de ce livre. Donc, c'est un livre extrêmement scientifique, très factuel, mais à la fin, vous vous autorisez aussi à imaginer, parce qu'une France éternelle, évidemment, on regarde vers le passé, mais une France éternelle voudrait dire qu'elle a vocation aussi à rester dans le temps. En fait, selon vous, la France n'a absolument pas vocation à être immuable dans cette forme-là, qu'elle va globalement changer, modifier, c'est de fait l'histoire des nations et des civilisations. Donc vous vous permettez aussi à imaginer des scénarios possibles à emprunter. Oui, il y a une tendance lourde dans l'histoire humaine vers des regroupements politiques de plus en plus grands. Quand on arrive en Australie au XVIIIe siècle, il y a 500 groupes ethniques différents. Actuellement, il y a 200 États-nations pour l'ensemble de la planète. Donc il y a des regroupements progressifs avec des hauts et des bas. Il y a des empires qui s'écroulent, mais globalement, déjà Victor Hugo, Ernest Renan, ils plaidaient pour une fédération européenne. Ils disent c'est des cultures assez proches, etc. Donc effectivement, je propose, même si c'est plus facile de prédire le passé que l'avenir, je propose 5 scénarios possibles pour lesquels je prends pas parti, dont celui, et que je vous raconte pas en détail, sinon vous n'aurez pas besoin de lire le livre, mais dans lequel effectivement l'un des scénarios possibles, ça serait une réussite du projet européen qui serait pas juste seulement un grand marché avec toutes sortes de gens en compétition les uns contre les autres, mais qui serait un État fédéral et social. C'est une des 5 possibilités. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Je voulais citer justement une citation dans une des possibilités. C'est une citation donc qui remonte à 2017. Aujourd'hui, notre capitalisme mondial produit plus d'inégalités qu'il n'en a jamais créé dans nos pays développés. Le combat de la France doit permettre d'anticiper, de prévenir, de participer à modifier les règles internationales et au final d'humaniser ce capitalisme contemporain. Je ne sais pas si nous y parviendrons. Je ne sais d'ailleurs pas si ce capitalisme n'est pas en train de vivre ses dernières étapes en raison même de ses excès. Et c'est de qui ? Emmanuel Macron. C'est dans Révolution, c'est ça ? Pardon ? C'est dans son livre Révolution. Oui. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul Demoulin. On va passer aux questions du public. Vous pouvez applaudir. Alors une première question là-bas.
Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre travail. J'ai lu quelques-uns de vos livres. Votre travail sur les Gaulois ou sur les Indo-Européens m'a interpellé par l'absence du phénomène basque. Je m'explique. Vous l'avez évoqué dans votre carte proto-basque. Pour autant, quand vous avez abordé les Gaulois et la différence des langues, vous n'avez pas parlé de cette question basque, à savoir que ce qui est au sud de la Garonne et à l'ouest de la Garonne était proto-basque ou basque avant l'arrivée des Romains. Et je suis toujours interpellé par le fait qu'on veuille critiquer le roman national, une démarche auquel j'adhère. Et dans cette démarche, et notamment critiquer le phénomène gaulois, on n'aborde pas plus la différence linguistique et culturelle des Gaulois, qu'on dit de manière généraliste, ou du moins, je l'ai vu peu dans votre travail, et on le voit peu dans le travail critique sur l'histoire et sur la nation gauloise. Je finis avec cette phrase. J'imagine très bien que si, dans le sud-ouest de la France, on pose la question aux gens, est-ce que vos ancêtres, c'est les Gaulois dans le concept celtique, la plupart vous répondront oui, alors que leurs ancêtres n'étaient pas celtes, ils étaient proto-basques ou apparentés. Comment vous expliquez qu'il y ait une telle absence de cette notion basque dans l'histoire un petit peu officielle et même critique, alors que ça serait un argument très fort pour critiquer l'enjeu du mythe national et nos pères, les Gaulois celtiques. Voilà. Oui, dans les cartes qu'il y a dans le livre, il y a aussi la carte de l'endroit où on parle le basque. Et dans la phrase de César que je citais tout à l'heure, la Gaule se divise en trois parties. Il y a ce qu'il appelle l'Aquitaine, qui semble correspondre à une zone sans doute où on parlait le basque, puisque Gascogne, Vascon, Basque, etc. était certainement beaucoup plus large à cette époque. Mais effectivement, il dit il y a trois régions qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Alors sinon du point de vue, il est clair que le basque est une langue à part. Hein. Du point de vue de la génétique, actuellement, on n'arrive pas vraiment à faire de différence entre les gens qui habitent au Pays Basque, les Basques donc, et les alentours, mais c'est une question qui reste ouverte. On n'arrive pas non plus à suivre une culture originelle qui remonterait au Paléolithique et qui reviendrait, qui irait jusqu'à nos jours. En revanche, il y a une langue basque, il y a une identité basque, il y a une région autonome avec le basque officiel en Espagne, et la partie nord du Pays Basque en France arrive effectivement à résister culturellement. Il y a même un lycée, un collège bilingue basque-français à Saint-Étienne-de-Baïgorry, etc. Voilà ce qu'on peut dire en l'état actuel, mais je vous rejoins effectivement le fait que les Basques soient une autre langue. Là, on parlait des 75 langues. Alors, une partie des 75 langues sont les langues d'outre-mer, mais quand le royaume je considère dans mon livre que le royaume de France, au début, c'est juste l'île de France et un bout du centre. On peut considérer que c'est un État colonial, parce qu'il va conquérir toute une série de régions où on parle des langues complètement différentes, la Bretagne, l'Alsace-Moselle, les Flandres, la Corse, etc., etc. Une autre question ? Oui, bonsoir. Ma question porte sur la sortie d'Erectus et de Sapiens d'Afrique. Pour savoir si on a une idée du temps qu'il aura fallu, pas à l'échelle d'un être, hein, mais pour arriver jusqu'à la côte atlantique en France, en Europe. Ah, les plus vieilles occurrences, c'est dans le Caucase, hein, de Manici en Géorgie, vers 1,8 million, donc pas loin de 2 millions. Et les plus anciennes dates, pour l'instant,
en Angleterre sont aux alentours de 700 000, mais peut-être on en trouvera des plus récentes. Et en France, on a quelques traces fugaces du côté de Béziers, effectivement vers 1 million, sachant, comme je disais tout à l'heure, c'est seulement des outils, mais des outils dont on est sûr qui sont artificiels, parce qu'on a eu, des fois, on avait trouvé dans les années 70, dans le Massif central, à Chillac, d'autres, des choses qu'on datait géologiquement à 2 millions d'années, mais ça s'est révélé la plupart du temps être des cailloux éclatés de manière naturelle. Donc voilà, on en est là. On a des dates en Chine vers 2 millions d'années, des dates en Indonésie vers 700 000. Donc c'est complètement abstrait quand on dit 100 000 ans. En général, on essaie de se représenter dans l'espace si cette salle fait 7 mètres de long et que l'histoire humaine c'est donc 7 millions d'années, et bien Homo sapiens, c'est les 30 derniers centimètres, et la révolution néolithique, c'est les derniers millimètres. Donc on essaie de passer du temps à l'espace, mais on a énormément de mal avec ces chiffres. Il faut s'imaginer que ça a été vraiment très progressif à chaque génération, quelques-uns qui vont un peu plus loin, et sûrement avec des retours en arrière et des mélanges, mais en tout cas pas partir en rang serré, contrairement à ce qui va se passer au néolithique. Au néolithique, il faudra seulement 2000 ans pour aller de la Grèce jusqu'à l'océan Atlantique, c'est-à-dire en général 30 km par génération. Les gens vont aller une partie du trop-plein du village va aller un peu plus loin, parce qu'on n'a pas envie de gérer des communautés humaines trop importantes. Une autre question, monsieur ? Merci pour vos explications, et je vais lire votre livre évidemment avec beaucoup d'intérêt. Mais au sujet de ce récit national dont il a été question aujourd'hui, il y a une chose qui m'a toujours un peu choqué, préoccupé, et encore aujourd'hui, malgré les progrès de la science historique, de l'archéologie, etc., c'est l'utilisation excessive et, à mon avis, abusive dans la recherche, et la recherche française particulièrement, du terme gallo-romain. Que pouvez-vous m'en dire ? C'est effectivement propre à la France, parce que on ne parle pas de germano-romain dans le bout annexé, l'extrême sud de la Germanie, du côté de Cologne, etc. On ne parle pas de gréco-romain, etc. Justement, vous avez raison de le signaler, c'est une manière de ne pas dire qu'on est romain, parce qu'en fait, c'est l'un des grands emplacements successifs, cette fois pas tellement de population, parce que il y a 10 millions de Gaulois, il y a peut-être eu 500 000 de colons romains dispersés sur l'ensemble de la Gaule, donc c'est moins un grand emplacement de population qu'un grand emplacement culturel radical, sans doute le plus radical, parce que c'est la langue, le droit, les paysages, enfin les paysages, je veux dire les monuments, l'art de vivre, etc. Tout a changé. Les Romains ont imposé leur mode de vie de Londres jusqu'en Syrie, et en Afrique du Nord, et jusqu'à Cologne en Allemagne, ou Budapest. Donc c'est romano-romain, mais effectivement à chaque fois avec des adaptations et puis des effets, puisque le latin a très progressivement, mal parlé par des Gaulois, évolué très lentement et donné le français actuel 15 siècles plus tard. Donc c'est une espèce justement de nationalisme sous-jacent pour essayer de conserver les Gaulois. Vous avez des historiens d'art régulièrement qui disaient que finalement l'art gothique, c'est une résurgence de l'art celtique après le passage des Romains. Vous avez tout ce genre de choses, mais bon, voilà. Je vous rejoins tout à fait. Merci d'abord.
C'était super. Une question sur... c'est quoi votre position, par exemple, vous, sur l'arrivée justement des langues indo-européennes, donc sur l'ensemble de l'Europe, évidemment, mais en France en particulier. Et du coup, est-ce que vous le voyez plus avec l'agriculture ou avec des peuples nomades? Et qu'est-ce que ça change selon vous, justement, par exemple, sur l'interprétation du maintien de langues un peu différentes, par exemple comme le basque qui a été mentionné avant? Est-ce que ça change vos interprétations ensuite sur, justement, est-ce que les langues, les gens, les cultures, comment ça se connecte? J'ai écrit un excellent livre de 800 pages qui s'appelle Mais où sont passés les Indo-Européens, et je suis en train de rédiger une petite suite pour répondre à d'abondantes critiques. J'aurais été déçu s'il n'y en avait pas eu. J'ai été obligé de demander des médiations sur mes notices Wikipédia parce qu'il y avait des tas d'attaques de l'extrême droite. Donc en résumé, il y a un groupe de langues qu'on appelle indo-européennes qui sont apparentées entre elles et plus semblables entre elles que les langues sémitiques ou les langues finno-ougriennes de la Finlande et de la Hongrie. C'est les textes les plus anciens qu'on connaisse, c'est le grec, le hittite et le sanskrit de l'Inde, et tout ça remonte au mieux à moins 1500, mais sont déjà très différents. Donc il s'est passé quelque chose bien avant. Certains ont dit c'était le néolithique, la diffusion de ces langues, mais en fait effectivement ça explique pas pourquoi il y a des langues non indo-européennes en Europe, comme le crétois du linéaire A, les langues ibériques, le picte, l'étrusque, etc. Ou alors c'est une migration, et ça remonte au XVIIIe siècle, c'est une invasion depuis les steppes, un peu comme les invasions dites barbares, sur lesquelles j'ai pas eu le temps de revenir, mais qui n'étaient ni des invasions ni des barbares, qui viennent des steppes, l'Ukraine et la Russie méridionale. Et ça a été ravivé parce que à partir de 2015, des analyses génétiques ont montré que dans le nord de l'Europe, vous avez des gènes qui viennent en partie des steppes, et que petit à petit, ça s'est répandu dans toute l'Europe. Alors, il y a énormément à dire, justement, quand vous lirez la suite, quand j'aurai bien pris le temps de la finir, vous verrez que le débat reste en grande partie ouvert, et que c'est une vision extrêmement sommaire de penser que les langues comme ça, c'est des choses homogènes, que c'est homogène génétiquement, parce qu'on a des tas de contre-exemples. À la fin du néolithique, on a une vaste culture qui va de l'Espagne au Danemark, qu'on appelle le campaniforme, et les vases sont tous pareils, ou à peu près, mais génétiquement, ça n'a rien à voir. Donc il faut imaginer que les langues, c'est pas un arbre généalogique avec des entités bien délimitées, mais c'est que, de même que les populations, c'est des mélanges également permanents. Et justement, je faisais allusion tout à l'heure à ce petit livre sur les mots immigrés, ou si vous prenez l'anglais, l'anglais c'est presque un créole, puisque il y a qu'un tiers de mots germaniques, le reste, une bonne partie de mots qui viennent du français ou du latin, et il n'y a plus de déclinaison contrairement aux langues germaniques. L'ordre des mots est beaucoup plus proche du français, puisque ça vient de la conquête normande. Donc vous avez été le roumain, même après nettoyage ethnique, si j'ose dire, il y a un tiers de mots slaves. Vous avez des tas d'exemples de langues qui sont des mélanges. Et il y a des tas de linguistes qui le comprennent, mais vous avez quelques linguistes spécialisés langues indo-européennes qui sont accrochés sur cette vision d'un arbre généalogique avec des langues bien délimitées à chaque fois, alors que c'est effectivement des mélanges permanents. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion, et je vais essayer de terminer ce livre pour faire le point. Déjà, il y a une traduction anglaise il y a 2 ans où j'allais un petit peu plus loin dans ce qu'on pouvait dire à partir de la génétique. Voilà.
Pardon. Merci beaucoup d'avoir écrit ce livre qui, j'espère, propagera la tolérance. Et j'ai une petite question. Donc, génétiquement, on peut pas. La génétique montre qu'on est tous liés quelque part. Hein. Oui. Mais est-ce que l'art montre la même chose, la production artistique dans les siècles et les millénaires passés, ou est-ce qu'il y a vraiment des productions artistiques qui permettent de savoir d'où vient l'objet, et s'il y a des différences, est-ce qu'elles sont liées à la matière première qui a été utilisée, est-ce qu'elles sont liées au paysage, est-ce qu'on le sait ça? Il y a ce qu'on appelle, nous, par commodité, quand on n'a pas de texte, ce qu'on appelle une culture archéologique, c'est que dans une région donnée, vous avez en gros le même type d'architecture, de rites funéraires, de formes de vases, de décors de poterie, et quand il y a de l'art figuratif, d'art figuratif. Donc ça dure un certain temps, et en général, c'est à peu près homogène. Mais vous n'avez jamais de frontières nettes. Si vous prenez le cas de la musique traditionnelle, ben vous pouvez aller de l'Angleterre à la Chine sans avoir de frontières nettes dans le cas de la musique, puisque donc à chaque fois, comme les langues, les formes artistiques, elles évoluent dans le temps, et elles ont toutes sortes de métissages. Avec la Renaissance, justement, on abandonne l'art gothique et qu'on insulte en disant c'est l'art d'Ego, donc c'est un art barbare, et on revient au canon de l'art gréco-romain. On fait des frontons, des colonnes comme à Versailles, etc., etc. Donc ces mélanges, ils sont effectivement permanent. Vous avez des moments de montée, puis après des moments de mélange, etc., etc. Bonjour. Vous aviez dit que vous aviez tout à l'heure en début de séance un grand respect pour le général de Gaulle parce qu'il avait sauvé l'honneur de la patrie en repoussant l'occupant allemand. Et après, plus tard, vous êtes gentiment moqué de Madame Le Pen en disant que elle employait des mots qui venaient d'origine immigrée. Du coup, je voulais lier deux thèmes pour vous poser la question. Est-ce que vous pensez que si les Allemands avaient gagné la guerre et étaient restés en France, des fois on entend la phrase on s'est battu contre eux pour pas parler allemand. Est-ce que vous pensez que ça c'est un mythe uchronique, un peu de se dire que si on était resté dominé, on aurait vraiment parlé allemand dans le futur, etc. Ou vous pensez qu'en fait, il y aurait eu comme une résistance de la langue, avec votre connaissance de langue, peut-être que vous pourriez répondre, une résistance de la langue sur le long terme et que en fait, ça n'aurait pas pu vraiment arriver? Comme je disais tout à l'heure, pour un archéologue, c'est plus facile de parler du passé que de l'avenir. Mais l'Uchronie en question, vous connaissez sans doute l'excellent roman de Kadik qui s'appelle Le Maître du Haut Château, où il suppose qu'effectivement les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre. Donc le problème s'est déjà posé. Mais ensuite, savoir ce qui serait passé... je n'en sais rien. Enfin, du moins, on peut. Après, on est dans l'ordre du roman. Ce que je sais, et qu'on voit dès les périodes anciennes, c'est que vous n'avez aucun système trop oppressif qui ne finisse par s'écrouler. Il peut durer des fois quelques siècles, mais à la fin, il s'écroule. Vous avez, quand vous regardez là où on n'a même pas de texte, vous avez des périodes extrêmement inégalitaires. Par exemple, vers moins 4500, vous avez des grands dolmens sur la côte atlantique avec des gens, peu de gens et enterrés avec des haches en jade qui viennent des Alpes, des perles qui viennent, etc. Ça dure quelques siècles et après ça disparaît. Au contraire, on enterre les gens dans des caveaux collectifs au fur et à mesure des décès et avec pas d'objets exprimant la richesse et puis etc., etc. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que s'il y avait eu comme ça, si la dictature allemande s'était étendue, il y a sûrement un moment où ça serait écroulé comme la plupart des dictatures qu'on connaisse. Ça peut se faire doucement comme le régime franquiste ou l'évolution progressive de l'Angleterre, contrairement à la Révolution française, encore que il y a quand même eu des révolutions avec Cromwell et autres. Donc voilà, je peux pas vous éclairer plus parce que j'étais pas là quand les Allemands ont gagné, mais et voilà.
Moi, je pensais aussi au débat qu'il y a autour de la datation des premières arrivées sur le continent américain, qui sont actuellement qui font débat parce qu'il y a aussi des raisons politiques, si je comprends bien aussi à reculer de plus en plus la date de ces premières arrivées. Et je me demandais aussi, justement, comment est-ce que l'archéologie face à ça, quelles armes elle avait aussi pour s'imposer dans le discours et en politique aussi, quand on voit à quel point ça a des enjeux identitaires aussi, toute cette question du roman national, du récit national, de la question des origines. Je me demandais aussi comment est-ce que l'archéologie en tant que discipline, elle s'est construite et comment elle a réussi à s'affirmer aussi face à ces récits nationaux. Dans tous les pays, il y a toujours la tentation des autorités politiques de manipuler l'archéologie. Et la paradoxe de la France, c'était de manipuler dans l'autre sens, non pas la revendiquer, mais la mettre de côté et l'oublier. Alors pour l'arrivée des sapiens en Amérique, en passant par le détroit de Bering à l'époque où la mer est plus basse, donc on peut y arriver à pied sec. Pendant longtemps, un certain nombre d'archéologues états-uniens disaient c'est pas avant moins 12 000, moins 13 000. Maintenant, on a des dates effectivement à 25 000, 30 000 pour l'arrivée depuis la Sibérie, sans compter les ressemblances génétiques dans les mythes, etc. Donc pour l'instant, on en est à peu près là. Il y a des dates à 32 000 au Brésil qui restent discutées. Il y a des gens qui ont dit mais peut-être qu'ils étaient allés tout droit comme Christophe Colomb, mais ça paraît peu vraisemblable et ça repose pas sur pour l'instant sur des témoignages archéologiques. Les deux manières de répondre à votre question, c'est qu'effectivement, petit à petit, on accumule des données archéologiques, ça s'enrichit. Par exemple, quand je disais il y avait une dizaine d'espèces humaines il y a 100 000 ans, eh bien la plupart de ces espèces humaines ont été identifiées dans les 20-25 dernières années. On les connaissait pas avant. Donc on a certainement des tas de choses encore à comprendre pour les périodes anciennes. Pour les périodes plus récentes, je doute qu'on découvre des civilisations entièrement inconnues, comme ça a été le cas des Incas, du Machu Picchu au début du XXe siècle. Là, on connaît quand même très bien. On peut enrichir les connaissances, mais ça va pas être des ruptures radicales. Pour des choses plus anciennes, comme l'arrivée dans les Amériques, effectivement, on doit attendre encore des éléments plus importants. Sinon, l'archéologie comme otage des pouvoirs politiques, ça a été constant. Par exemple, le premier État russe qui était sur l'Ukraine actuelle, il est fondé au Moyen-Âge par des Vikings qu'on appelle les Varegs, donc par des Germains, et sous Staline, il était interdit d'en parler, par exemple. Donc, vous avez sans arrêt, effectivement, cette manipulation de l'archéologie. Par exemple, en Chine, justement, cette espèce parallèle au Néandertal qu'on appelle les Denisoviens, certains paléontologues chinois veulent les faire descendre des premiers erectus locaux qu'on appelle l'homme de Pékin, et pas des erectus et pas, je veux dire, des erectus en tant que venus d'Afrique. Donc il y a l'idée de descendre des Africains. Chez les Chinois, où vous avez un racisme systémique assez important, vous avez toujours, là c'est un exemple récent de manipulation de l'archéologie et de la préhistoire. Donc notre travail à nous, archéologues, c'est effectivement d'essayer de dire voilà l'état des connaissances et voilà en quoi ça marche ou ça marche pas par rapport aux récits nationaux. Je prends juste deux dernières questions. Madame. Merci pour votre conférence. Et je voudrais vous poser une question qui est relative à un livre, La caverne originelle. J'ai oublié le nom de l'auteur, pardon. Jean-Loïc Lequelec. Voilà, c'est ça, merci. Donc dans ce livre, il montre que il y a un mythe qui est à l'origine, semble-t-il, de tous les dessins pariétaux. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on retrouve effectivement un certain nombre de figures
à 10 000 ans près, ou même 20 000 ans près, qu'on prenne Lascaux, Chauvet, en Russie, dans les peuplades indiennes. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que il semblerait que ce soit les mêmes questions, les mêmes réponses qui aient été données, quel que soit à 10 000 ans près, et quels que soient finalement les peuples qui est dessiné. L'hypothèse de Lequelec, c'est que c'est effectivement les mythologies anciennes des Homo sapiens encore en Afrique, qui ensuite, avec leur migration, se seraient diffusées dans l'ensemble du monde, et notamment un mythe d'origine des êtres vivants qui sortiraient de terre, et que donc la représentation des animaux à l'intérieur de grottes serait l'expression de ce mythe. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Ça repose sur aussi des calculs statistiques. On prend l'ensemble des mythes et puis on essaie de faire l'arbre qui rend compte la parenté plus ou moins grande de l'ensemble de ces mythes. Ça a été repris par un de ses élèves, Julien Duy, qui aussi publié un livre là-dessus, un récemment sur les histoires de dragons. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Moi, je n'ai pas encore regardé d'assez près, justement, si on peut critiquer ou non les algorithmes, parce que vous pouvez toujours faire des arbres de quoi que ce soit. Vous allez calculer la proximité de n'importe quel objet avec n'importe quel autre, et puis d'un ensemble d'objets. Donc, si vous demandez à une machine de vous faire un arbre de tout ça, en fonction des ressemblances et des différences, vous aurez toujours un arbre. Le problème, après, c'est si vous êtes sûr que cet arbre correspond à quelque chose. Donc, j'en suis là, je trouve ça plutôt intéressant. Les deux sont des gens tout à fait sérieux. Mais voilà. Une dernière question. Bonsoir, merci déjà pour votre conférence qui était très intéressante. Donc j'aurais une question à vous poser, c'est une question plutôt politique, donc qui ne s'adresse peut-être pas à vos compétences en tant qu'archéologue, mais plus en tant que chercheur. Je me demandais aujourd'hui comment valoriser le discours scientifique en sciences humaines et sociales et sa diffusion, notamment auprès du grand public, face notamment à la montée de l'extrême droite et à sa visibilité médiatique aussi qui est très forte. Comment réussir si je puis dire, à contrer cela, à créer pas un contre-pouvoir, mais une contre-force. Ouais. Oui, mais c'est un vrai problème, puisque justement vous avez une domination médiatique du roman national, comme Le Puy du Fou, où il y a eu un livre qui démontre, qui s'appelle Le Puy du Faux, mais qui a pas eu la même réaction. Je vous ai cité tout à l'heure Murmure de la Cité dans l'Allier. Donc vous avez une visibilité qui est portée justement par le contrôle médiatique de la sphère Bolloré et Sterrin. Donc c'est un problème effectif. Donc mon modeste livre répond à cette préoccupation, mais évidemment à une échelle minuscule par rapport à la force de frappe des médias dont je viens de parler. Il y avait un article d'ailleurs de Michel Guérin dans Le Monde il y a 2 jours où il pose effectivement cette question. Il n'y a pas de contre-récit de gauche entre guillemets. Et je ne pense pas qu'il faille qu'il soit de gauche. Et notre rôle, c'est de dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Mais c'est un vrai problème. Et justement, quand j'étais à la tête de l'INRAP, on a essayé de sensibiliser les chaînes de télévision pour avoir des émissions régulières à la télévision d'archéologie, sur les connaissances archéologiques. On s'est toujours heurté à non pas un refus, mais à rien du tout, quoi, une espèce de lourdeur, parce que justement, c'est cette idée que l'archéologie c'est ennuyeux, ou
c'est pas intéressant. Donc les seuls documentaires qui passent sont très souvent des documentaires étrangers, anglais, bien faits en général, mais uniquement de manière assez confidentielle sur Arte et sur la 5. Et vous n'avez pas vraiment des grands lieux, justement, où on pourrait débattre de ces questions d'origine, etc. Ça tient à la fois, je vous dis, à la paresse intellectuelle des responsables de chaîne qui renvoient un peu au public le mépris qu'ils ont pour lui en pensant qu'il n'aime que les talk shows et les jeux, et quand même un inconscient ou un peu conscient de freiner tout ce qui pourrait être des débats beaucoup plus ouverts dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc je n'ai qu'une réponse, c'est seul le combat paye. Enfin, combat, c'est peut-être exagéré, mais enfin, seule la vérité compte. Et c'est à nous tous, justement, de résister à quelque chose qu'on sent effectivement monter. Hein. Le candidat de l'extrême droite en 1974 faisait 0,7%. Donc, ce serait bien de le ramener à ce chiffre, mais ça demande un travail de tous les jours et de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul Demoule. La France éternelle, une enquête archéologique, est parue à la Fabrique Édition. Auparavant, Jean-Paul Demoule était entre autres l'auteur de nombreux ouvrages comme « Mais où sont passés les Indo-Européens » paru au Seuil en 2014, « Aux origines, l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps » paru à la Découverte en 2020. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le samedi 20 septembre 2025 à la librairie Ombre Blanche. Enregistrement, montage et mise en onde, Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.